Cette année, on a pensé s'entretenir avec vous, vous parler de la problématique des vins, de la cachérisation, de la vinification des vins cachers. Quelles sont les lois, quelles sont les exigences rabbiniques pour qu'un vin vinifié dans les mêmes conditions que les vins vinifiés par une cave quelconque, par les non-juifs, soit cachère. Donc nous avons demandé à Rabbi Binyamin Sheli, Dayan, avec qui on travaille depuis maintenant 2 ou 3 ans, de nous parler, de nous présenter les halachot relatives à ce sujet. Et après, si vous le voulez bien, on passera à des questions. Moi-même, je prendrai la parole après pour vous dire les points dans lesquels nous agissons, ou votre serviteur, avec les majihim, les shomrim qui m'accompagnent, quel est notre rôle et quel est notre travail et quelle est notre action pour faire que ce vin soit cachère. En fait, vous allez entendre une explication ou un développement général. Après, peut-être, on rentrera dans le détail pour vous dire, voilà, dans tel point dont Rabbi Binyamin a parlé, nous, c'est un délégué rabbinique qui agit. Le produit qu'on a ajouté, tel sulfite ou tel enzyme, nous l'avons mis nous-mêmes, c'est nous qui l'avons introduit, et nous avons veillé à ce qu'il soit cachère jusqu'à la fermeture de la bouteille, jusqu'à la mise en bouteille et le scellage de la bouteille. Voilà, donc je cède tout de suite la parole à Rabbi Binyamin. Bravo. Shavua Tov à tous et à toutes. Comme introduction, je voudrais partager avec vous un Dvar Torah qui est en rapport avec le sujet du jour. Il y a moins d'1 mois, nous avons lu dans Parashat Noach Vayachel Noach Isha Adama, chapitre 9, verset 20. Vayachel Noach Isha Adama Vaïta Kerem, Vayesht Mina Yain, Vaishkar, Vaitgar Betoch Aholo. Dès que Noach est sorti de l'arche, après le déluge, il a planté une vigne, il a bu de son vin, il s'enivra, il s'est dévêtu dans sa tente, et il y a eu des conséquences qui étaient assez graves, comme il est mentionné dans Rashi. Sur ce verset, plusieurs questions se posent. Nous savons tous que Noach, c'est la seule personne à qui la Torah a témoigné, Noach ish tzadik tamim, un homme juste et intègre. Comment se fait-il qu'il s'est permis d'entrer en état d'ivresse? Imaginez-vous un rabbin à qui vous êtes en grande admiration. Vous le voyez consommer du vin, entrer en état d'ivresse, avoir des troubles de comportement. Je pense que cela choque. Ce n'est pas seulement étonnant, ça choque. Comment Noach, qu'Akadosh Baruch Hu a témoigné sur lui, que c'était quelqu'un de juste et intègre, a pu opter un tel comportement? Deuxième question. Noach lui-même, aussitôt sorti de la Teva, il a commencé par ça, par planter une vigne, comme si c'était la seule chose qui le préoccupait. Ça paraît très étrange. Je pense qu'il y avait d'autres choses à faire que de planter une vigne et de consommer du vin au point d'entrer en état d'ivresse. Une troisième question. Selon la réaction de ses enfants, dès qu'ils l'ont vu dans cet état, il est sous-entendu que c'était la première fois qu'ils le voient dans cet état d'ivresse. Ce qui est très étonnant. Noach était âgé, il n'avait pas seulement 19 ans à ce moment, il avait 600 ans. Il avait certainement consommé du vin bien avant. Ils ne l'ont jamais vu dans cet état d'ivresse.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci spécialement que Noach est entré en état d'ivresse en consommant ce vin? Aurez-vous une idée de réponse? Et avant, il n'avait pas besoin de simcha? Il était meilleur. Pardon? Il était meilleur. Ça veut dire? Sa vinification était mieux réussie, donc il était plus alcoolisé ou... Ça se rapproche. Merci. Pardon? Tout à fait, mais il avait certainement consommé du vin avant. S'il l'a préparé, s'il connaissait le goût. Et comment ça se fait que jamais il est entré en état d'ivresse? C'est la première fois pendant 600 ans. Vous savez, de l'alcool, ça fait entrer en état d'ivresse, peu importe la qualité. Mais je veux vous dire, je suis resté plus de 30 ans avec cette question. Plus de 30 ans, je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Moi, j'ai lu, je ne voulais pas prendre la parole, mais en tout cas, moi, j'ai lu quelque part qu'en fait, quand il est sorti, il a vu la désolation, la tristesse, la destruction qui était tout autour de lui. Il était déprimé. Et il a cherché à étouffer ou à noyer sa tristesse dans le vin. Et il a bu, il a picolé, et c'était bien fait. J'aurais un peu de mal à accepter, après la Mechila, Kovod Harab Eliyahu Shlita, qu'un si grand homme fait passer sa tristesse par une consommation d'alcool. Je pense qu'il aurait pris une étude et ça l'aurait calmé davantage. Donc, jusqu'au jour où Akadosh Baruch Hu m'a ouvert les yeux et m'a fait découvrir une explication de Rav Yosef Chaim Zunenfeld. C'était le Rav d'Yerushalayim il y a une centaine d'années, qui donne l'explication suivante. Avant le Maboul, avant le déluge, le climat était tellement sain que rien ne fermentait, rien ne s'abîmait. On pouvait garder un fruit pendant des années, il ne s'abîmait pas. On pouvait garder un morceau de viande cru, pas cuit, pendant des années, il ne s'abîmait pas. Il n'y avait pas de bactéries dans l'air, l'air était sain. Et cela, ils pouvaient le garder sans réfrigérateur, ni congélateur, ni conservateur, tout se gardait normalement de manière miraculeuse. Tout cela était dû à ce que l'air était si sain, si net, qu'il n'y avait pas de fermentation. Nous savons tous que pour faire un vin alcoolisé, il y a un process de fermentation. Il y a une fermentation naturelle, il y a une fermentation qu'on peut faire activement par des additifs qu'on met dans le vin, comme nous expliquera le Rav Elkies tout à l'heure. Donc, avant le Maboul, le vin ne contenait pas d'alcool. Il n'y avait pas du tout d'alcool, le vin ne fermentait pas naturellement. Donc tout le vin que Noach a consommé jusqu'à présent était un jus de fruits, c'était un jus de raisin. Après le Maboul, il n'était pas au courant de ce changement. Il y a une dégradation, et dans l'air, il y avait des bactéries. Donc aussitôt qu'il a pressé son raisin, ces bactéries sont venues et ont activé la fermentation, qui transforme le sucre en alcool. Et donc le vin était alcoolique. Donc à partir de cette idée, les 3 questions sont répondues. C'est vrai que c'était la première fois, c'est pour ça que les enfants de Noach étaient surpris. Mais Noach ne s'imaginait jamais qu'il allait entrer en état d'ivresse. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de consommer ce vin. Il est bien entendu de ces versets que pour faire un vin, il faut passer par un process de fermentation, ce qui rend complexe
la fabrication d'un vin cachère, comme nous allons expliquer par la suite. Avant tout, il faut savoir qu'un goy, un non-juif, n'a pas le droit de toucher le vin. Pas seulement le vin, même manipuler la bouteille, il n'a pas le droit si elle n'est pas cachetée. Il n'a pas le droit de la manipuler. On va expliquer de suite. S'il le fait, le vin devient interdit à la consommation et dans certains cas, il devient interdit même d'en tirer profit. Ces lois, et plus que ça encore, il y a encore deux cas de figure dans lesquels le vin devient interdit. Même de servir un vin à un goy, un non-juif qui tient son verre en main, c'est interdit. Et même si le verre est posé sur la table, s'il y a un fond de verre du goy, du non-juif, et on verse notre vin dans ce verre, le vin devient interdit. Toute la bouteille devient interdite. Toute la bouteille, car il y a eu un contact entre les deux contenus. Le contenu qui est dans la bouteille que le juif tient et le contenu qui est dans le verre qui appartient au goy. Ces lois nous ont été instaurées par nos sages, par Chachamim. Ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah. C'est Chachamim qui nous ont instauré ce Issour pour deux raisons. Un, parce que à l'époque, les païens consacraient leur vin à l'idolâtrie et donc on soupçonnait que ça peut se reproduire. Deuxième raison, c'est que le vin entraîne une légèreté d'esprit et un rapprochement. Et nos sages ont eu la crainte que de consommer du vin avec des goïms, avec des non-juifs, pourrait entraîner à des mariages mixtes. Et pour cela, ils ont mis cette barrière et ont interdit le vin dont le goy a touché. Pardon ? Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. J'ai été confronté une fois à une personne qui m'a dit « Moi, je veux bien me soumettre aux interdits de la Torah, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a interdit. Mais pas ce que nos sages ont dit, après tout, c'était des êtres humains. » C'est un peu choquant, mais il faut quand même répondre à cette question. Je vais vous dire ce que je lui ai répondu. Il est écrit dans Parashat Shoftim. על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. La Torah nous ordonne de suivre tout ce que nos sages vont nous ordonner, toutes les instructions qu'ils vont nous donner, et ne pas dévier ni à droite ni à gauche. Et d'autre part, il est écrit dans Parashat Kedoshim, Ushmartem et mishmarti, qui veut dire, Akadosh Baruch Hu demande à nos sages de mettre des barrières afin que la Torah ne soit pas transgressée. Donc indirectement, dès que nos sages nous ordonnent quelque chose, c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous l'avait dit. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne de suivre ce que Chachamim nous disent, ce que Chachamim nous ordonne. Il y a une preuve probante à cela. Ça vous arrive tous les jours de faire la bracha Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al netilat yadayim. Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu l'adlik ner shel Shabbat. Béni sois-tu Hachem, nous avoir ordonné d'allumer la bougie de Shabbat. Et moi je vous pose la question, où Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'allumer les bougies de Shabbat? Ou les bougies de Hanouka? Ou netilat yadayim?
Ceci est mentionné nulle part dans la Torah. Comment on dit Asher Kideshanu b'mitzvotav? C'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas un ordre d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Souka et dans Shabbat pose cette question et répond à partir de ce verset que nous avons lu, Kechol Asher Yorucha, du fait que la Torah nous ordonne à suivre ce que nos sages nous imposent, les instructions qu'ils nous ont données, donc c'est considéré comme si Hachem nous l'a dit, comme si Hachem nous a ordonné. Donc on ne peut pas venir dire, moi je vais écouter que ce qui est écrit dans la Torah, ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, ce que nos sages disent, je ne veux pas suivre. Car ce que nos sages nous ont dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le dit. Ce qui nous engage à nous tous, bien sûr, de consommer uniquement du vin kasher sans aucun prétexte, malgré que ça soit un interdit des Chachamim. Il est important de prendre connaissance que de fabriquer du vin kasher, ce n'est pas uniquement presser du raisin et le mettre en bouteille. Je voudrais expliquer en résumé la complexité et l'ampleur du travail que le Bédine de Paris effectue pour garantir un vin kasher. Avant tout, il faut kashériser les lieux de vinification. Ravel Kies nous donnera beaucoup plus de détails, mais je veux quand même donner un aperçu. Il faut contrôler l'étape des vendanges. Il y a le fait de vider le raisin dans le pressoir. Il y a le transfert en cuve. Il y a des remontages à faire. Le remontage, c'est pour augmenter l'extraction du goût ou de la couleur qu'il faut faire certaines fois. Dans certains cas, il faut faire une chaptalisation, c'est rajouter du sucre pour augmenter le degré d'alcool. Des fois, il faut rajouter des levures pour activer la fermentation. Il y a un sulfitage, c'est un produit qu'on met qui est un antiseptique ou un antioxydant. Après fermentation, il y a le décuvage, il faut vider les cuves. Il y a la clarification du vin, il faut le rendre limpide. Il y a différentes méthodes. Il y a la filtration, il y a la mise en bouteille. Et tout cela sans parler des tests qu'il faut effectuer de temps à autre pour éviter qu'il y ait un déséquilibre au vin. Il faut savoir que toutes ces étapes pour le vin ne peuvent pas se faire par un non-juif sous le contrôle d'un juif. Contrairement au lait chamour, il suffit qu'il y ait un juif présent. La salaison de la viande, ça peut se faire par un non-juif, mais du moment où il y a un juif présent, ça suffit. Mais pour tout ce qui est vinification, comme nous l'avons dit, du fait que le non-juif ne peut pas toucher, ne peut pas avoir d'action directe ou indirecte en contact avec le vin, cela oblige et nécessite obligatoirement que ça soit fait par un juif. Ce qui n'est pas évident parce que toutes ces étapes ne sont pas faites en un jour, ni en une semaine, ni le même mois. Tout cela s'écoule sur une longue période. Et donc, pour chaque étape, il faut envoyer un mashgiach, voire deux, voire plusieurs, afin de pouvoir garantir le vin kasher. En ce forum, je tiens à féliciter le directeur rabbinique de la Kashrut, qui est le Rav Elkies, qui s'investit énormément pour que tout se passe dans les règles de l'art. Je le témoigne, je l'appelle à tout moment, à toute heure, peu importe où il se trouve, il est toujours là présent, il essaye toujours de trouver les solutions. Bien évidemment, tout cela avec la supervision du Grand Rabbin de Paris, avec qui je suis en étroite collaboration. Et malgré ses nombreux engagements, il est toujours là présent pour conseiller, pour aiguiller, pour diriger à la perfection. Et bien entendu, cela est lié à énormément d'administratifs. Donc je profite pour remercier le directeur général et ses collaborateurs, collaboratrices, M. Abensour, pour leur dévouement dans le domaine de la cacheroute parmi tant d'autres.
Je n'omettrai pas de remercier et féliciter le président, M. Mergui, qui est à la tête de cette merveilleuse institution. Je témoigne personnellement comment il se soucie et prend à cœur chaque détail concernant l'intérêt de la communauté. Je clôturerai en priant à Kadosh Baruch Hu que nous ayons tous prochainement le mérite d'assister à la venue du Mashiach et de se délecter du vin précieux qu'Akadosh Baruch Hu a réservé depuis la création du monde pour les justes. Azak Barou. Merci beaucoup. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on vous écoute, Dayan Ravcheli. Je vais me permettre simplement de prendre la parole avant le Rav Elkies, qui va nous donner quelques précisions techniques encore, plus de technicité. Pour vous dire simplement que le Consistoire de Paris, évidemment avec ses forces vives du Beddin de Paris, sont effectivement sur tout le terrain, toujours sur le terrain et en toute direction, pour assurer un vin cachère, mais strictement cachère. Et au-delà de ça, notre mission au consistoire n'est pas celle finalement de récupérer des royalties ou des sous, contrairement à certaines idées préconçues. Mais très sincèrement, nous sommes plutôt au service de la communauté juive. Et pour vous donner une idée simplement très rapidement, sur du vin cachère produit, le consistoire récupère de la part des producteurs 19 centimes par bouteille pour être tout à fait transparent. À chaque col, nous récupérons 19 centimes. Ça nous permet simplement, et évidemment, on n'est pas bénéficiaire sur cette activité, mais peu importe, puisque le consistoire n'a pas vocation à être excédentaire sur ces activités, mais ça permet simplement de pouvoir financer les actions, c'est-à-dire rémunérer les personnes qui sont sur le terrain, qui passent leur temps, comme l'a dit Dayan, autour des cuves, dans les châteaux, dans les récoltes, etc. Donc comme il faut une présence stricte du début à la fin d'un juif, donc contrairement à la viande, comme l'a expliqué notre Dayan, ou d'autres produits, cette production de HKZ doit être suivie, drivée sous la responsabilité du Rav Elkies et de ses équipes. Et pour ça, il faut du monde. Et là, vous savez bien que la ressource RH, c'est normal, il faut rémunérer ces personnes-là, puisqu'il faudrait bien le faire bénévolement, je parle en leur nom, mais pour pouvoir se consacrer tous les jours, il faut aussi avoir une certaine rémunération qui est toujours minime. Et je vous rappelle donc 19 centimes par bouteille. Lorsque ce sont des grands vins, vous faites vite le compte et vous voyez à combien est facturée une bouteille, prix client. Voilà. Pardon de rentrer dans cette partie très triviale et qui est presque vulgaire, je dirais, pour le consistoire, mais il est bien de dire les choses et je vous invite évidemment à le diffuser parce que c'est ça notre réalité au quotidien. Et le consistoire, encore une fois, fait avec peu de moyens tout ce qu'il peut faire pour la communauté juive, puisqu'il défend la cacheroute, mais aussi toute la vie juive, finalement, de la naissance au départ, au grand départ, à 120 ans pour nous tous. Mais voilà, donc le consistoire est à votre disposition et à votre service, encore une fois, de la naissance au dernier devoir. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je passe la parole au Rav Elkies. Oui. Bon. Rabbi Binyamin Shlita a été vraiment, il a très bien résumé. Oui, bon, ça va venir. En tout cas, donc, je voulais d'abord féliciter Rabbi Binyamin pour son exposé qui a été vraiment complet. Et il ne me reste pas grand-chose à vous dire parce que vraiment, véritablement, il a fait le tour et c'était si clair que véritablement, il ne me reste pas grand-chose à vous dire. Sauf d'ajouter, d'insister sur quelques points. D'abord, donc, la difficulté dans la vinification d'un vin cachère, c'est que le goy ne peut pas toucher. S'il suffit qu'il touche le vin, à n'importe quelle étape de sa vinification, il le rend assourd. Contrairement, comme il l'a rappelé, c'est très important cela, contrairement à du lait ou de la viande, un goy peut cachériser la viande s'il y a un juif à côté pour voir qu'il a bien mis le sel suffisamment partout, etc. Mais le vin, il est
strictement interdit à un goy de le toucher. Les raisons, Rabbi Binyamin les a signalées. Alors certains me disent, mais en fait, bon, la première raison qui est ramenée par nos Chachamim, c'est que les goyim faisaient des libations ou consacraient leur vin à leurs idoles. Et me direz-vous, aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Est-ce que cette loi, elle est encore de rigueur, ou est-ce qu'il y a lieu vraiment d'en tenir compte, vu que plus personne ne pratique cet usage? Eh bien, détrompez-vous. Vous savez que il y a ce qu'on appelle la fête des vendanges. La fête des vendanges, en fait, c'est une fête très bucolique dans les villages. Eh bien, c'est toujours un dimanche. Bon, ils font la fête, ils boivent le nouveau vin, ils décorent le village, ils boivent, ils goûtent, ils font des dégustations. Mais savez-vous que le curé du village rentre vin dans les cuves et dans les caves, pardon, et il, comment je vais dire ça, il bénit les cuves. Je vous promets, je l'ai vu plus d'une fois. Il rentre avec son encensoir et son goupillon, mais je vous promets, vous ne rigolez pas, c'est la vérité. Et il fait le signe de la tchabab, de la croix, sur toutes les cuves, en marmonnant je ne sais quoi. Donc il l'a consacré. Et donc ce vin, il est strictement, on ne peut plus le boire. Il a été béni par le curé dans les cuves. Alors, donc, ceci dit, alors, donc, notre travail à nous, c'est d'abord de le faire et de cachériser tous les éléments dans lesquels a transité le vin pas cachère. Parce que tous les éléments, toutes les parois plastiques, bois, inox, absorbent. Donc, il faut extirper ce que ces parois, les parois de ces ustensiles, ont absorbé. Et on fait ce qu'on appelle une hagala. On ébouillante le kéli, l'ustensile, pour faire extirper, pour lui enlever ce qu'il a pu absorber. Mais alors, comment voulez-vous cachériser une cuve? Une cuve de 25 hectos, 30 hectos, 40 hectos, c'est des cuves immenses qui contiennent des milliers de litres, 10 000 litres, 12 000 litres. Comment on va les cachériser? Eh bien, Chachamim nous ont donné... Alors, la difficulté de ces cuves, c'est que le vin, il reste stagnant. Donc, il est conservé. On le laisse pendant des mois dans les cuves. Et il y a une halakha qui dit Kavush kimvushal, quelque chose qui est resté macéré dans une eau quelconque. Au bout de 24 heures, cette macération lui donne le statut de mevouchal, de cuit. C'est comme s'il a été cuit dedans. Et donc les parois ont absorbé, au même titre que si on avait cuit dans une casserole un produit pas cachère. Et il va falloir maintenant l'extirper, le sortir. Alors comment on va le sortir? Hachamim, on préconise, nous demande de remplir la cuve 3 fois en laissant l'eau chaque fois 24 heures. De même que le vin a macéré dans la cuve, et c'est cette macération du vin l'a rendu taref, alors maintenant nous, on va la sortir en macérant, en laissant de l'eau dans la cuve pleine à rabord pendant 24 heures fois 3. Alors imaginez, le chômeur qui doit être, très souvent quand on envoie ça, c'est le chômeur, il passe la semaine là-bas. Parce qu'on a 2 ou 3 cuves, donc il remplit les cuves. Bon, ça prend 1h30, 2 heures pour remplir une cuve. Il revient le lendemain à la 24e, à la 25e heure pour la vider. Il attend à ce qu'elle se vide et puis il remplit 3 fois. Et c'est ainsi qu'on la cachère. Alors déjà ça, on a des gros problèmes, surtout des gros problèmes que le caviste, que le châtelain accepte cette procédure. Parce que l'eau, il est rationné aujourd'hui, surtout quand il y a des sécheresses, et puis surtout, il coûte cher. Alors, Baruch Hashem, cette année, on a eu 3
3 nouvelles caves. Et j'étais pour les visiter. En fait, j'étais pour lui dire, pour lui vendre ce process, pour lui dire, parce que tout le reste, c'est facile. Bon, on a des Karcher. Avec des Karcher, on envoie de l'eau bouillante à 100 degrés et ça se cachérise, le goy accepte. Mais de lui dire qu'il faut, s'il a 3 ou 4 cuves maintenant à cachériser, alors imaginez 40 000 litres, fois 3, ça fait 120 000 litres d'eau à balancer, à jeter. C'est toujours très compliqué. Cette année, alors il y a une autre méthode qui est permise aussi par les Chachamim en cas, les Ashkenazim appliquent cela, pour nous, les Sfaradim, il faut impérativement faire ce procédé. Les Ashkenazim permettent, ils ont une certaine tolérance là-dessus. Et donc moi j'arrive là, et Mina Shamaim, à un moment, donc je commence à lui parler, avant de lui proposer ce procédé, je lui dis, vous n'aurez pas un puits là? Vous n'aurez pas un puits dans le château? Il me dit oui. Voilà, Baruch Hashem, j'ai trouvé. Le puits, c'est de l'eau, c'est gratuit, j'ai pas besoin de vendre, il n'a pas de coût. Et donc, Baruch Hashem, cette année encore, on a réussi les 3 nouvelles caves dans lesquelles on a vinifié cette année, on les a cachérisées avec ce procédé, chose que d'autres rabbinats, c'est ce qu'on appelle milouï, ve'erouï, remplir et verser, et vider, 3 fois de suite. Donc on a réussi à le faire. Alors, à côté de cela, donc, il faut cachériser tous les tuyaux, toutes les pompes, etc. Et en fait, à partir du moment où le raisin arrive, soit en benne, soit dans des bacs, dans des paniers, il arrive à la cave, c'est à nous de le prendre en charge et toutes les manipulations, c'est nous qui devons le faire. C'est-à-dire, nous avons, par exemple, quand la benne arrive, il y a un mashgiach qui est là au pied du fouloir pour verser la benne dans le fouloir, qui va écraser le raisin et qui va être transporté par une pompe et des tuyaux jusqu'à la cuve. Il y a un chômeur qui va rester, il passe toute la journée, pendant toute la vendange, debout à côté pour que qu'un goy ne viendrait en route pendant la vendange, viendrait toucher ou ajouter quoi que ce soit dedans. Et nous avons un gars, ça fait déjà 2, et un 3e qui est aux manettes pour appuyer, pour allumer la pompe et envoyer le contenu vers la cuve. Après, il y a ce qu'on appelle des remontages. Vous savez que dans le vin, le vin rouge surtout, quand on remplit la cuve, le lendemain, pratiquement, il y a l'eau, il y a le chapeau, le mou, c'est-à-dire tous les raisins, les pulpes, les peaux, et donc remontent à la surface de la cuve, et le jus est en bas. Alors le problème, c'est pour extraire dans les pulpes, c'est dans les pulpes où il y a la couleur, où il y a les tanins, et il y a tous les sucres. Pour les extraire et pour les faire diluer, les faire sortir, on soutire avec la pompe et des tuyaux, on soutire le raisin, le jus, qui est en bas, qui est tombé en bas de la cuve, et on le pompant et on le remet par le haut, de manière à ce qu'il rince en quelque sorte, à ce qu'il traverse ce qu'on appelle le chapeau, et pour que toutes ces pulpes-là lâchent tout le tanin, leur tanin, les sucres et les levures qu'ils contiennent. Alors cette procédure peut se faire 2 à 3 fois. J'ai oublié de vous dire, par exemple, pour les grands vins, vous savez que les grappes en elles-mêmes, il y a les baies, les grappes, elle est acide. Donc souvent, pour les grands vins, on enlève les baies, c'est-à-dire il y a des chômerines qui sont là sur une table de tri pour trier tous les raisins, tous les baies qui sont verts, parce qu'ils vont apporter plus d'acidité au raisin, et puis surtout enlever les grappes une à une, pour ne remplir la cuve, pour ne presser que les grains de raisin. Alors tout ça se fait par nous. Pourquoi à partir de ce moment-là, parce qu'il y a déjà du jus qui se libère, qui sort, et donc ce jus-là, on est mahmir à même, dès que le jus commence à sortir déjà, eh bien, aucun goy ne touche à ce vin-là. Alors toutes ces étapes-là, jusqu'au remplissage, jusqu'à la mise en bouteille,
nous sommes là derrière. Alors chaque fois quand on s'en va, attends, je vais vous raconter une belle blague. Alors quand on remplit la cuve, souvent les remontages sont faits le lendemain. Après on vient pour le soutirage. Le soutirage, donc, il se fait, disons, 1 semaine ou 15 jours après. C'est le caviste qui décide des dates. Et après, une fois après, on soutire le vin et on le met dans une cuve propre, dans une autre cuve propre. Et au bout d'un mois, 3 semaines, on attend que la malo, la fermentation alcoolique et la fermentation malolactique se terminent. Et dès qu'elle se termine, le caviste nous appelle pour lui envoyer quelqu'un, un mashgiach, qui va venir prélever un peu du jus, lui donner pour voir s'il est stabilisé, s'il a terminé, si la malo est terminée, pour voir s'il peut passer à l'étape suivante. Alors, il faut qu'on envoie quelqu'un qui va ouvrir un petit robinet, remplir un verre, une petite fiole, une petite bouteille, il la lui donne et lui, il va faire ses analyses. Une année, vous vous rappelez, Rabbi, une année, le mashgiach a oublié de fermer le robinet. Il ne l'a pas scellé. Alors, en fait, il a oublié. Et il est revenu il est revenu le lendemain pour prélever, pour lui donner de nouveau, parce qu'il fallait 3 jours d'affilée. Il est revenu le lendemain et il a remarqué qu'il n'avait pas scellé le petit robinet. Et Zacher de Tov, le chômeur, m'a appelé pour me dire, Rabbi Eliyahu, j'ai oublié de fermer le robinet. Que faire? Eh bien, que faire? Alors, bien sûr, il y avait 25 hectos de très grands vins. Eh bien, Rabbi Binyamin, le grand rabbin, on a sorti des livres, on s'est mis à étudier pour voir si on pourrait le laisser, on pourrait le permettre, parce que la crainte, c'est que pendant l'absence du chômeur, le goy, il a pu très bien ouvrir et se servir et prendre un petit échantillon, et voilà, et donc il serait interdit, et en fin de compte, on l'a interdit. Et toute la cuve est partie, elle n'était pas cachère, et le négociant en question, bon, il a accepté, il a eu une très grosse perte, mais il a accepté. Et en fait, moi, quand je raconte ça, c'est pour dire combien nous sommes vigilants et combien nos shomrim sont Yerei Shamayim, parce qu'ils sont la crainte de Dieu. Il n'a pas eu peur de nous le dire, parce qu'il aurait pu faire, par crainte de représailles ou je ne sais quoi, il aurait pu ne rien dire. Il m'a téléphoné. Moi, je l'ai félicité de m'avoir téléphoné, je ne l'ai pas grondé. Et le négociant a accepté. C'était pour moi la preuve du respect que le négociant et que les chomrim, que tous ceux qui travaillent avec nous, ont pour le Bédine de Paris, pour les Chachamim, parce qu'ils auraient pu dire, oui, ben, Rabbi Binyamin, est-ce qu'il ne se trompe pas, et pourquoi pas, et est-ce qu'on ne pourrait pas, etc. Il s'agissait de Madame Clarisse Bokobza. Eh bien, elle a accepté, elle m'a dit combien elle perdait dans cette cuve, c'était colossal, et elle a accepté, et la cuve a été déclassée. Elle a eu un manque à gagner. En fait, elle n'a pas perdu, mais elle a eu un manque à gagner. Alors, donc, quand on s'en va, on scelle toutes les cuves, de manière à ce que le goy ne puisse pas, ou tout moins s'il ouvre une manette quelconque, eh bien on le saura parce qu'on le ferme d'une manière, bien sûr, hermétiquement, et on met des scellés, on met des tampons, des étiquettes du Bédine, de manière à ce que s'il l'ouvrirait, le scellé sautera et on le saura. Une année, ça y est, c'est l'heure. Non, c'est temps pour vous dire cela. Une année, un goy, un châtelain, un caviste, voyant que, en fait, son vin avait tourné, il n'était pas très réussi, et comme il goûtait le vin et on lui donnait des échantillons, notre vin était meilleur, était plus réussi que le sien. Il a enlevé les scellés pour prendre ce vin. Il s'agissait de Georges Taïeb cette année-là. Il m'appelle et il me dit, dis-moi, on peut attaquer en justice. Et moi, je viendrai témoigner comme quoi tu as eu une perte d'argent. On l'a attaqué et on a gagné. Il a été en appel et il a perdu en appel. Il a perdu parce que ce vin nous appartenait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir aussi
qu'on ne vinifie pas le vin pour le goy, on vinifie le vin qui a été déjà préalablement acheté par le juif. On vinifie le vin de Taïeb, de X, d'Y. Et c'est une des halachas, des lois qui exigent cela. Et ça nous a servi, en fait, du fait, dès qu'il a décelé, eh bien, on a pu l'attaquer et on a gagné cela. On me demande d'arrêter. On passe aux questions, pardon. Merci beaucoup, Ravel Kies, notre Dayan, Marc Mansour. Donc, on va passer aux questions, si vous voulez bien, parce que je suis sûr qu'il y a des questions. Moi, j'ai pour, comme on dit, les chimou makane, pour chauffer le canon tout de suite, une ou deux questions. Quelle est la... C'est une question qui revient souvent quand on parle de la cacheroute des vins. C'est quelle est la différence intrinsèque entre un vin cachère et un vin qui ne l'est pas? C'est une question vraiment naïve, mais à laquelle il est difficile de convaincre beaucoup de gens de la nécessité de cette cacheroute. Quelle est la différence intrinsèque? En dehors de la cohabitation avec un non-juif ou du copinage, comme on voudra, qu'est-ce qui différencie véritablement, j'allais dire intrinsèquement ou pas, un vin cachère d'un vin qui ne l'est pas? Est-ce qu'on peut dire un mot de la question de la fermentation? Puisqu'on sait que tout produit qui est l'objet d'une fermentation fait l'objet d'une surveillance. Alors, est-ce qu'on peut parler de ça, la fermentation? Ensuite, j'ai une autre question. C'est sur quel est le din du jus de raisin concentré? Est-ce qu'il y a un problème de ce côté-là, de surveillance ou de cacheroute? Quel est le din du cognac? Voilà, j'envoie toutes les questions. Et est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Également, le din de la thermovinification. Voilà. Alors, déjà, avant tout, il faut savoir que l'interdiction qu'un non-juif touche le vin d'un juif n'est pas liée seulement au fait de contenir de l'alcool, mais le fait que ça soit un jus pressé du raisin. Le fait d'avoir envie d'avoir un vin alcoolisé rend un peu complexe parce qu'il y a énormément d'interventions à faire. Mais sinon, l'interdit de toucher un vin cachère, c'est même si c'est un vin qui n'est pas alcoolisé. Par contre, ce que M. Miara soulève, c'est un jus de raisin à base de concentré. Alors, au moment de la fabrication, bien évidemment, ça doit être surveillé, ça doit être fait uniquement, tous les procédés doivent être faits par un juif, comme nous l'avons dit jusqu'à présent. Mais il y a un moment où ce vin est cuit afin d'éliminer toute l'eau et on obtient un concentré de jus de raisin qui est même très épais. Et ensuite, il est dilué avec de l'eau. Il est dilué avec de l'eau pour faire la mise en bouteille. Il y a certains intérêts de procéder de cette façon, mais peu importe. Mais en tous les cas, c'est la manière de faire. Donc, un jus de raisin à base de concentré, du fait qu'il a été cuit, et vraiment cuit, comme on dit, achenitmaet mimidato, comme amène le Shach, malgré que ce n'est pas ramené explicitement dans le Mechaber, mais le Shach explique qu'il faut qu'il y ait une perdition. Il faut qu'il soit cuit au point où il y a une perdition de vin. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas de figure où on fait un jus de raisin à base de concentré, c'est sûr qu'on a perdu énormément de quantité. Ça diminue énormément. Donc, à partir de ce moment, un goy n'a pas d'interdit de toucher ce vin, ce jus de raisin. Mais ce n'est pas parce qu'il ne contient pas de l'alcool, c'est parce que ce vin a été cuit dans les meilleures conditions conformes à la halakha. À propos du cognac, M. Miara a demandé à propos du cognac. Alors, il faut savoir que le cognac, c'est à base du vin, c'est du vin distillé. Alors, il y a deux volets. Des non-juifs qui ont produit un cognac qui est à base de vin, malgré qu'aujourd'hui, nous avons devant nous quelque chose qui n'a rien à voir avec le vin, ni dans le goût, ni dans le nom. Comme on dit, panim chadashot baoulekan, c'est autre chose. Mais malgré ça, du fait que ça vient du vin qui était quelque chose interdit parce que le goy a manipulé, le non-juif a manipulé, il reste interdit. Mais
un cognac qui a été fabriqué par des juifs, donc à base d'un vin kasher, ce cognac peut être après manipulé par des non-juifs. C'est plus du vin, ce n'est pas considéré du vin. Ça n'a ni le goût du vin, ça ne porte pas le nom du vin. Monsieur Miara a soulevé la thermovinification. C'est un process intéressant. C'est le fait de cuire le raisin, pas cuire le vin, mais cuire le raisin. On cuit le raisin et ensuite on le presse, on l'emmène au pressoir. Comment considérer ça? Est-ce qu'à partir de là, c'est considéré un yaïn mevouchal et un non-juif peut toucher, peut manipuler ou pas? Ceci est un débat entre le Hartzvi, Rav Tzvi Pessar Frank, que lui ne considère pas ça un yaïn mevouchal, il interdit. Le Igrot Moshe, Rav Moshe Feinstein, lui, considère ça un vin mevouchal. Il est difficile dans ce forum d'entrer dans le sens profond de ce débat, mais l'idée est là. Mais le Bedin de Paris ne se sert pas de la thermovinification pour considérer mevouchal, sauf si ça passe un bichoul, une fois que c'est pressé, il y a un bichoul qui est fait, là il est considéré mevouchal. Je veux dire au Ravel Kies, il a quelque chose à rajouter là-dessus. Non, c'était parfait, sauf de dire, mais là, le bichoul qu'on fait au vin, il s'agit de... pardon, Rabbi Binami vient de terminer en disant, sauf s'il a été cuit après avoir été vinifié, on a cuit le vin. En fait, il s'agit d'une pasteurisation, et c'est ce qu'on considère comme... Il y a une grande mahloquette là aussi. Est-ce que la pasteurisation dans le vin n'est chauffé pendant quelques secondes à 93-94 degrés, mais pas plus, ou 92 même, est-ce que c'est considéré comme cuit ou pas? Aujourd'hui, beaucoup de poskim pensent que c'est suffisant, et même s'il ne s'est pas amoindri, même s'il n'a pas, il n'y a pas eu de perte dans le volume du raisin. Maintenant, juste aussi préciser que pourquoi un vin cuit, un goy peut le toucher. Pourquoi? Parce que les goïms ne faisaient pas de libation au vin avec des vins cuits. Seuls les vins crus, en quelque sorte, les jus, non cuits, non bouillis, étaient présentés sur leurs autels. Par contre, alors à partir du moment où s'il est cuit, on n'a pas de raison de croire qu'il a proposé ou qu'il a consacré à son idole. Alors le christianisme sont considérés comme des idolâtres à ce niveau-là. Et c'est pourquoi les chrétiens, il y a une mahloquette pour les Arabes, s'ils sont considérés idolâtres ou pas. En fait, un Arabe ou un chrétien qui toucherait le vin est interdit, mais c'est pour le profit dont a parlé le Rabbi Binami tout à l'heure. Est-ce qu'on a le droit d'en tirer profit, de le vendre éventuellement, ou de l'offrir à sa concierge? Il faut savoir qu'on n'a pas le droit. Parce qu'à partir du moment où la concierge vous dira bonjour le lendemain matin, vous avez profité de ce vin. Bon, après, je parle vite là. Donc on ne peut rien faire d'un vin qui était nécessaire, et on ne peut que le jeter, on ne peut pas l'offrir, on peut rien faire d'autre. Et donc, s'il est cuit, s'il a été touché, eh bien, du fait qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il l'a consacré à son Dieu, on peut le consommer. J'ai une question naïve, si tu me permets, Albert, juste, que j'ai reçue sur mon Facebook, enfin sur celui du consistoire, pardon. Ça va un peu dans cette naïveté. On nous pose la question, messieurs les rabbinim, est-ce que pour le même vin, il y a une différence de goût entre un vin cachère et un vin non cachère du même récoltant, du même cépage, du même producteur, etc. Oui et non. Alors, je vous raconte une anecdote. Alors, on me dit mais oui et pas. non, ils veulent une réponse. Non, en vérité, les goïms, les grands vins, ils font des assemblages. C'est-à-dire, ils font plusieurs cuvées d'un même... En fait, le vin, il est fait à partir d'un cépage. Par exemple, on peut dire un merlot. Alors, dans les merlots, vous avez des merlots, des parcelles qui sont plus acides, plus exposées que d'autres au soleil. Et donc le raisin, il est un peu plus acide, moins acide
plus de tanins, moins de tanins. Alors qu'est-ce qu'ils font? Afin de sortir le même vin tous les ans, d'accord, de la marque Intel, afin que le client Goy qui achète ce vin, tous les ans, il trouve le même goût, les mêmes arômes, la même acidité, les mêmes rondeurs, la même charpente, tout ce que vous voulez, il le trouve dans son vin. Alors ils font des assemblages, ils font plusieurs cuvées de toutes ces parcelles, de tous les raisins, de tous les jus qui sortent de telle et telle parcelle. Et après, ils vont assembler, ils vont prendre un peu 10% de l'une, 20, 40 de l'autre, et ils essayaient de trouver, de faire le bouquet final soit le même que celui de l'année dernière, etc., etc. Nous, on ne le fait pas. Parce qu'on ne fait pas plusieurs cuvées. Alors, on le fait en amont. C'est-à-dire, au moment de la récolte, ils prennent 10% de ce merlot, 20% de là, ils le font. Et souvent, le nôtre, il est meilleur que le nôtre. Maintenant, vous avez compris tout à l'heure, parce que nous, l'assemblage qui a été fait avec les raisins a été payant. Il a donné un vin beaucoup plus ferme que celui qu'ils ont obtenu, eux, et sur lesquels ils devaient faire des assemblages. Alors, d'ailleurs, Okay. Bon, je ne vais pas citer de nom. Une fois, quand je parlais avec un œnologue, alors je lui dis, ça veut dire que nous, je ne sais pas moi, on va appeler le vin ou un champagne le champagne Elkies. Donc on ne boit pas le vrai champagne Elkies. Il me dit non, vous ne le buvez pas, mais des fois, il est meilleur que le nôtre. On s'approche beaucoup, vous comprenez, parce qu'on ne fait pas des assemblages. Voilà donc la réponse. En complément à ce que Laura Vilkies a dit, je voudrais quand même signifier qu'il y a une petite différence, enfin, une différence sans lettres. C'est qu'un vin mévouchal ne vieillit pas comme il se doit. Un vin non mévouchal vieillit bien. Donc, si ce vin, un vin cachère, n'est pas mévouchal, à mon humble avis, je pense qu'il ne peut pas être inférieur à un autre vin qui n'est pas cachère. Ce n'est pas parce qu'il y a eu la présence ou la manipulation d'un juif que ça peut dégrader la qualité du vin. Merci beaucoup. Y a-t-il une question? Pardon. Ok. Quelqu'un a une question? Oui. Bonsoir. Merci beaucoup. En tous les cas, j'ai appris plein de choses. C'est super. Mais moi, juste une question. Pourquoi vous faites une fixation sur le raisin? Parce que le jus d'orange aussi, le whisky, le malt aussi. Enfin, pourquoi ce raisin? Première question. C'est fou, ce truc-là. Là. Pourquoi le raisin, le pauvre, qu'est-ce qu'il a là? Après, je voudrais savoir qui récolte les grappes de raisin. Et en fait, la maturation des vins, je m'y connais un petit peu, et c'est très long. C'est-à-dire que le propriétaire, il vous loue, ou vous le payez, enfin, ça se passe comment? Parce que il va faire que ça, et si même au pire, vous perdez la récolte en cachère, il peut peut-être, lui, la récupérer, parce que c'est quand même du gâchis. Il peut la récupérer et la mettre en non-cachère, ça n'empêche. Je pense. Et la différence mévouchal, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. À propos de la question pourquoi seulement du raisin, c'est nos sages qui ont estimé que le jus du raisin fermenté et alcoolisé avait un effet particulier sur les troubles qu'il pouvait causer. Et comme on a dit, créer un rapprochement, ça crée une certaine légèreté d'esprit. Alors il faut savoir que dans les barrières que nos sages ont mis, ils ont toujours laissé certaines ouvertures. Ils ont laissé des ouvertures. Donc ils n'ont pas interdit l'alcool totalement. Ça aurait peut-être été très difficile de pouvoir y tenir. Mais déjà, l'alcool de vin, ça, ils l'ont interdit. Mais ça, à leurs yeux, ça n'avait pas le même effet. À leurs yeux, ça n'avait pas le même effet. Pas par rapport à cet interdit.
pas par rapport à l'interdit. Chachamim ont vu que le vin pouvait engendrer ça. Et à part de ça, il y a la deuxième raison, c'est la raison de l'idolâtrie. Ils ne faisaient pas ni avec du jus d'orange, ni avec du jus de pamplemousse, ni avec des autres fruits pressés. Madame faisait allusion à la question du vin dans le jardin, dans le Gan Eden. Oui. Parce qu'une des interprétations du fruit, c'était que c'était du raisin. Du raisin. C'est à ça qu'elle fait allusion. Oui, mais ce n'est pas une raison de dire que le goy n'aura pas le droit de toucher. Ça ne peut pas justifier. Parce que vous savez qu'il y en a qui disent que c'était d'autres fruits. Donc, qu'est-ce qu'il en est avec les autres fruits? Oui. Oui. Mais justement, donc c'est pas ça la raison. Donc, non, donc justement, vous voyez que la raison, c'est pas ça. Alors, déjà parce que l'idolâtrie faisait que avec le vin. L'idolâtrie n'utilisait que le vin. L'idolâtrie n'utilisait que le vin. Qu'avec le vin. Comment je vais dire ça, consacre ces moments, regardez, pendant les messes, ben, ils jouent avec des vins, ils utilisent du vin. Donc tous les vins, quand un goy, en tout cas, il a en main du vin, il a ce réflexe de le consacrer, de l'offrir à son Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres ont interdit, c'est une des raisons pour laquelle on a interdit les vins. Non, madame. Non, bon. Non, bah, c'est pas une question de valeur. C'est parce que c'est un élixir divin qui, comme disait Rabbi, comme vient de dire Rabbi Binyamin, et donc il a une spécificité, il octroie une certaine chaleur, une certaine aisance, qu'on le consacrait Une dernière question. Quelqu'un, une question encore sur le... Pas d'autres questions? Mais écoutez, on va clôturer.